Et on passe au sujet du soir, la corruption. Les dossiers de corruption se multiplient et relancent une interrogation lancinante. Pourquoi les petits fonctionnaires sont-ils sanctionnés quand les grands réseaux de prédation demeurent intouchables? Entre un employé de la Somelec condamné pour avoir détourné 30 millions d'ouguiya anciennes et la disparition de 81 millions dans la Société nationale des eaux, c'est toute l'image d'un mal systémique qui s'impose. Mais les procès isolés suffisent-ils à rétablir la confiance? Comment expliquer que certaines malversations soient relevées d'abord par des publications sur Facebook avant même des communiqués officiels transparents? Et que dire de l'affaire du réseau électrique d'Agourt, symbole d'une gouvernance déficiente qui menace les services de base? La lutte contre la corruption exige plus que des verdicts judiciaires. Elle appelle à un système préventif, une culture de transparence et une volonté politique capable de mettre fin à l'impunité des puissants. Avec nous, M. Mohamed Abdullahi Bilil, président de l'Observatoire mauritanien de lutte contre la corruption. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment évaluez-vous aujourd'hui la lutte contre la corruption en Mauritanie? Sommes-nous face à une véritable volonté politique ou à une liquidation de comptes visant de petits fonctionnaires? En vérité, à en croire les opinions divergentes, les interprétations différentes des uns et des autres, il n'est pas tout à fait aisé de faire une évaluation d'une quelconque politique, fût-elle celle qui est en rapport avec la lutte contre la corruption. Néanmoins, je pense personnellement qu'il y a une volonté politique. Qu'est-ce que cela veut dire? La volonté politique s'exprime par des déclarations, des prises de position de la part des décideurs, et surtout le premier décideur, c'est-à-dire le président de la République. Et le président de la République n'a cessé de répéter depuis son investiture pour son deuxième mandat, ne cesse d'exprimer, de déclarer une volonté farouche de lutter contre la corruption. Il l'a dit dans plusieurs discours, dans plusieurs propos. Également, son gouvernement, par la bouche du Premier ministre, de certains ministres aussi, ont réitéré également la même volonté. On peut aussi constater quelques gestes, quelques actes vis-à-vis de certains fonctionnaires, auteurs de certaines malversations. Tout cela indique qu'il y a une volonté politique. Cependant, la volonté politique ne se limite pas seulement à certaines déclarations, à certains actes. Il faut qu'elle se traduise dans une politique globale où tout le gouvernement, toute l'administration, tous les acteurs publics et privés, étatiques et non étatiques, avec l'accompagnement des investisseurs, des donateurs, c'est-à-dire des partenaires au développement, il faut que tous ces efforts convergent dans une même direction pour réellement combattre la corruption qui est aujourd'hui un fléau, pas seulement national, pas seulement sous-régional et régional, pas seulement continental, mais même international. Regardons à côté de nous ce qui se passe, ce qui s'est passé en Algérie il n'y a pas longtemps, ce qui se passe actuellement au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ce qui se passe en Sénégambie, je veux dire le Sénégal et la Gambie, depuis jamais, ce qui se passe en Europe occidentale, notamment la France, qui est notre premier partenaire. Même les présidents sont impliqués. Aujourd'hui, un ancien président est poursuivi pour corruption, Sarkozy. Avant lui, il y avait d'autres premiers ministres, d'autres ministres.
Donc c'est dire que c'est un phénomène transfrontalier, mondial, très dangereux et qui limite, qui bloque, qui entrave tout développement économique, tout progrès social, tout épanouissement culturel, tout rayonnement politique. Et Bien il sûr. mérite d'être véritablement bien combattu. Et pourquoi, selon vous, seuls les petits employés sont-ils poursuivis, tandis que les grands réseaux d'intérêt demeurent à l'abri de toute responsabilité? Bon, il faut dire d'abord que c'est un propos proche d'un jugement de valeur qui engage son acteur, qui vous engage, qui engage d'autres, ils le disent. Mais je crois que il n'y a pas, je crois, un ciblage qui est discriminatoire. Je ne le crois pas. Mais il y a des contextes. Vous savez, la petite corruption. Il y a la grande corruption et la petite corruption. La petite corruption, c'est celle qui est pratiquée par les petits agents, comme vous dites, les agents d'administration, les agents publics de bas niveau. Celle-ci est plus visible. Et ses effets aussi sont plus faciles à constater. Il ne faut pas les négliger, les petits fonctionnaires. D'abord parce que c'est une grande population, les fonctionnaires de l'État, dans tous les secteurs. Ensuite, leur corruption impacte négativement et immédiatement le peuple, les populations, parce que ça porte préjudice à la gestion des ressources et des sources et des matières et des besoins de première nécessité, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, la santé, l'enseignement, l'habitat. Et puis, bien sûr, c'est peut-être aussi plus facile à traiter comme phénomène. Mais je crois aussi qu'il y a d'autres niveaux. Aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, il y a quand même des malversations signalées à des niveaux plus élevés dans des secteurs assez importants, notamment l'électricité, notamment les marchés publics, surtout les marchés publics, l'octroi des licences, etc. En tout cas, on ne devrait pas faire une distinction entre grands fonctionnaires et petits fonctionnaires. Là où il y a corruption, il faut intervenir. Bien sûr. Mais sûrement, je vous dis, le contexte, les preuves, le traitement des dossiers, c'est nuancé. Et selon ces nuances, alors la justice agit, le gouvernement agit, les agences de contrôle et d'inspection agissent, et naturellement, l'opinion publique, les journalistes comme vous, les internautes réagissent Et sûrement. à leur manière. Mais l'affaire de l'employé de la Somelec à Benichab et la disparition de 81 millions d'ouguiya à la Société nationale des eaux reflète-t-elle un chemin récurrent ou des cas isolés? Pourquoi les traiter? Pourquoi les considérer comme des cas isolés plutôt que de nouveaux cas qui peuvent se perpétuer, qui peuvent perdurer et qui peuvent toucher l'ensemble
des auteurs de malversations, les auteurs de mauvaise gestion, de détournement de fonds. Il faut les prendre comme des actes, comme des preuves, comme des signaux de bonne volonté, pourquoi pas. Et de toute façon, personnellement, en ce qui concerne l'eau, l'électricité, la Sonelec, la SND, personnellement, je préconise une approche qui n'est pas celle qui est suivie actuellement. Au lieu de se contenter de certains remèdes, de certaines réformes, de certaines rectifications, je crois qu'il vaut mieux soumettre toutes les entreprises publiques, les entreprises d'État, et notamment celles qui offrent des services publics nécessaires pour les citoyens. Il faut les soumettre systématiquement à des audits internes et externes, quel que soit le coût, quels que soient les efforts. Quels que soient les efforts, il faut les auditer et pour les réformer, pour les mettre sur de nouvelles pistes plus saines, plus solides, plus durables. Et si vraiment on doit se contenter de faire des remèdes contextuels, circonstanciels, par-ci, par-là, et par période, il faut oser leur administrer un remède de cheval, un véritable remède. Sinon, à ce rythme-là, nous serons toujours dans des problèmes, dans des difficultés, dans des déficits, comme on le vit actuellement. En tout cas, c'est mon avis. Bien sûr. C'est peut-être qu'il y a des techniciens, des politiques qui ont des avis contraires, mais en tout cas, il vaut mieux repartir sur des bases solides et durables plutôt que rester à essayer de rectifier, de remédier, d'apporter certaines retouches, certaines réformes et s'inscrire durablement dans une mauvaise gestion, dans une mauvaise foi. Dans cette mauvaise gestion, dans cette mauvaise foi, alors que signifie le fait que certains dossiers de corruption soient révélés par des publications sur Facebook avant la diffusion de communiqués officiels? Est-ce un signe de déficit de transparence ou d'une faille dans des mécanismes institutionnels de contrôle? Vous révélez un fait réel, mais je crois qu'il y a des raisons. La première raison, peut-être au niveau administratif, il n'y a pas suffisamment de confidence en ce qui concerne les courriers, la circulation des notes de service, des décrets, etc., etc. Il y a aussi que nos internautes, nos journalistes comme vous, sont assez habiles, sont très vigilants, sont très, très actifs, très forts dans la collecte de l'information et de sa diffusion. C'est peut-être parce qu'ils ont des réseaux un peu partout, ils ont des amis. Il y a aussi que les agents de l'administration sont prompts, sont prêts à fuiter, à aider, à révéler des ordres, des directives, des enseignements, des décisions avant leur adoption définitive, avant leur définition aussi. Il y a peut-être aussi un peu de routine dans le circuit administratif, de lenteur, etc. Bon, il y a plusieurs raisons à cela. Mais donc maintenant, il y a lieu pour l'administration de couvrir son circuit interne
d'activer ces réseaux de communication, parce qu'il y a des réseaux dans chaque secteur aujourd'hui, dans chaque ministère, chaque projet, il y a un chargé de communication. Il faut aussi accélérer la diffusion des décisions pour contrecarrer les réseaux sociaux. Bien sûr. Sinon, et c'est pas facile. C'est pas facile. Bien sûr. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Et concernant le scandale du réseau électrique d'Agrout, simple négligence administrative ou autre facette d'une corruption qui mine la confiance du citoyen dans les services de base? Je ne suis pas très informé sur cet événement, sur cette information. Mais je vais vous renvoyer à ma réponse précédente. Les sociétés publiques, et notamment la Somelec, la SNDE, la société aérienne, toutes ces entreprises qui connaissent des difficultés et dont les difficultés impactent négativement les populations, elles doivent être soumises à des audits internes, à des audits externes pour redémarrer sur des bases saines, solides et durables. Et comment pour éviter ce genre de... Bien sûr. Et maintenant, comment transformer les processus de corruption d'un outil de dissuasion limité en un véritable processus de réforme institutionnelle touchant les hauts responsables? Bon, il faut dire qu'il faut reconnaître, et vous devez le connaître aussi, vous devez être informé qu'il y a quand même, depuis un certain temps, de grandes mesures, de grandes réformes, de grandes décisions qui sont de nature à créer les conditions idoines, les conditions optimales, les conditions nécessaires, indispensables et efficaces pour combattre la corruption. D'abord au niveau institutionnel et juridique. Fin 2023, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et je vous dis que cette stratégie a été élaborée par l'ensemble des acteurs concernés, y compris la société civile. Moi-même, j'ai été dans le comité, dans la structure qui était chargée d'élaborer cette stratégie depuis d'ailleurs 2022. Et récemment, l'Assemblée nationale a adopté 3 lois. La première, c'est une loi relative à la lutte contre la corruption. Naturellement, elle vient remplacer la loi 2016. Et une deuxième loi relative à la déclaration du patrimoine. Et aussi, il y en avait, mais elle révise et modifie aussi cette loi. Vous en avez entendu parler parce que sa modification a créé des débats houleux au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui était d'ailleurs très intéressant. La troisième loi, elle est relative à la création, à la mise en place d'une autorité chargée de lutter contre la corruption. C'est-à-dire tout ce qui est relatif, tout ce qui est en relation avec la lutte contre la corruption, de quelque nature que ce soit, sera pris en charge par cette autorité, dont les membres seront désignés incessamment, les structures également, etc., etc. C'est une nouvelle structure extrêmement opportune, importante, et pour laquelle nous souhaitons quand même la réussite et surtout les conditions favorables pour son démarrage, mais aussi pour son fonctionnement, mais également pour son emprise et son impact et ses effets en ce qui concerne d'abord son indépendance, aussi bien administrative que financière, le bon choix de ses membres, etc., etc.
Et Donc tout cela, ça contribue. Bon, maintenant, personnellement, je crois que peut-être il y a un facteur que l'on néglige et qui suscite beaucoup de critiques, beaucoup de mécontentement, beaucoup de frustration. C'est quelque part la lenteur, une certaine léthargie au niveau de l'ensemble de l'administration qui impacte également la mise en œuvre des lois quand elles sont adoptées, des stratégies quand elles sont élaborées. Vous savez, cette stratégie, elle a été adoptée fin 2013, nous sommes en 2005. Les lois ont été adoptées il y a un mois. Bon, c'est pas loin, mais c'est-à-dire que et maintenant d'ailleurs, nous sommes appelés à accélérer toutes les actions que nous menons dans le cadre de la lutte contre la corruption pour plusieurs raisons, dont je vais nommer une qui est essentielle, c'est que depuis 2022, la Mauritanie a intégré la plateforme des États de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, chargée par l'ONUDC d'accélérer la mise en œuvre de la CNUC, la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et nous avons assisté aux réunions à Dakar, en Côte d'Ivoire et ici à Nouakchott, dans le cadre de cette plateforme. On l'appelle la plateforme de l'ONUDC pour accélérer. Et donc, parce qu'avant, on se contentait d'un examen périodique, tous les 6 ans, les 5 ans, et ça prend beaucoup de temps. Maintenant, il faut que l'examen, que l'évaluation, que le suivi soit effectif, soit rapide, soit accéléré pour donner des résultats rapides aussi, pour donner des effets rapides, parce que c'est ça l'essentiel. Et d'ailleurs, à force de négliger un peu la chose, de retarder l'exécution, ça a beaucoup d'effets négatifs. Parce que vous savez, si en 3 ans, vous ne mettez pas en œuvre une stratégie, elle devient presque désuète, dépassée. Elle doit être renouvelée, elle doit être réactualisée, parce qu'en 3 ans, il se passe beaucoup de choses. Vous savez, donc il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et aussi, quand vous déclarez, quand vous adoptez des lois, des stratégies qui, par ailleurs, répondent à des besoins, à des sollicitations, à des demandes des populations, des peuples, des organisations de la société civile, des partis politiques, il vaut mieux les exécuter rapidement pour ne pas décourager. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme des failles structurelles de l'appareil administratif et judiciaire? Ah, bien sûr, sans embâche, on le dit carrément. D'ailleurs, le président de la République, dans son discours d'investiture l'année dernière, il a dit des choses intéressantes pour lesquelles les gens n'ont pas fait attention. Il a dit, je peux le citer même peut-être explicitement, ou en tout cas approximativement, que au cours de son mandat actuel, l'effort sera mis essentiellement sur l'autonomisation de la jeunesse, en termes de participation, en termes de mise à niveau, de renforcement de capacités, en termes d'emploi, en termes de participation tous azimuts. Mais il dit immédiatement après, mais cela ne peut se réaliser que si on combat la corruption. Et on ne peut combattre la corruption que si on réforme notre administration actuelle. Il l'a dit carrément. Et c'était très clair. Et c'était un aveu clair aussi qu'actuellement,
l'administration, dans son état actuel, elle a besoin d'une refondation, d'une réactivation, d'une redynamisation pour accompagner au moins quand même la dynamique enclenchée par le président de la République et son gouvernement, ou qu'ils entendent enclencher. Et enfin, donc c'est un avis, c'est un aveu, c'est une reconnaissance qu'il y a certains déficits au niveau de l'administration. Et d'ailleurs, en témoigne deux choses. En témoigne le diagnostic fait par la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Elle a même nommé, désigné, pointé du doigt 6 secteurs et des fonctions de l'administration qui méritent vraiment une véritable refonte. Elle cite l'éducation, la santé, la justice, les ressources naturelles, la sécurité comme fonction. Elle cite la fonction publique, les marchés publics. Ça, c'est clair dans la stratégie. Le deuxième signal, c'est que le gouvernement, en 2022, a sollicité les FMI pour l'élaboration d'un rapport sur l'état de la gouvernance en Mauritanie. Et ce rapport a été élaboré par le FMI. On l'appelle le rapport FMI sur la gouvernance en Mauritanie. Si vous voulez chercher sur ce titre, vous allez le trouver. Donc, il fait un diagnostic global avec naturellement des propositions et des recommandations. Mais aussi, il y a peut-être à signaler que aussi bien pour la stratégie de lutte contre la corruption que pour le rapport du FMI, non seulement on les a élaborés, mais on a également élaboré leurs plans d'action. Leurs plans d'action, comment ils doivent être appliqués, exécutés. Et les deux ont été confiés à l'Inspection générale d'État, l'IGE. C'était d'abord des ressorts du secteur économique et financier, mais peut-être pour alléger de ce côté et accélérer de l'autre côté, on a fait cette réforme-là. Bien sûr. Et enfin, la société civile et les médias peuvent-ils contribuer à renforcer le contrôle citoyen sur les fonds publics? On ne leur demande pas d'être... on leur demande elles doivent l'être. On ne se contente pas de leur dire qu'ils peuvent, mais ils doivent. C'est leur devoir. Et c'est aussi, ça relève aussi de leurs compétences. Si leurs rôles sont bien compris, si leurs missions sont bien clarifiées. Et les médias, ils ont un outil. On l'appelle le journalisme d'investigation. Ce n'est pas n'importe quelle presse, ce n'est pas n'importe quel journalisme. Ce n'est pas n'importe quel genre journalistique. Vous savez, il y a beaucoup de genres journalistiques. Il y a le journalisme d'information, il y a le journalisme d'opinion, d'ailleurs chez nous qui domine, malheureusement, qui domine beaucoup. Mais il y a le manque, l'absence du journalisme d'investigation. Le journalisme d'investigation, il comprend 4 genres journalistiques rassemblés. C'est l'enquête, le grand reportage, l'interview et le portrait. Voilà, c'est à travers ces 4 que l'on peut faire une investigation globale, une investigation qui peut éclairer le citoyen, l'agent public, l'acteur, le chercheur, l'opinion publique, etc., etc. C'est ce qui se passe et comment se positionner par rapport à ça. La société civile, elle a son outil également, c'est le contrôle citoyen de l'action publique, le CCAP. Mais le CCAP, il a ses règles, il a ses principes, il a... c'est une catégorie aussi très différente du contrôle conventionnel et du contrôle juridique. Ce n'est pas un contrôle, c'est un complément qui est mené et nous avons toujours plaidé, nous continuons à plaider pour l'institutionnalisation du contrôle citoyen de l'action publique. À un moment donné,
Je crois, après la transition, quand Yahya Ould-Kebd était ministre, à l'époque, la Mauritanie a décidé de le formaliser, de l'institutionnaliser. Et d'ailleurs, à cette époque-là, durant son magistère, nous, sociétés civiles, nous avons eu à nous former sur le contrôle citoyen public et même à l'exercer dans certains domaines, mais depuis lors, ça a été un peu négligé, un peu délaissé. Donc il est du devoir des médias et de la société civile de s'engager, mais naturellement, en jouant leur rôle et leur mission. Le journaliste n'est pas un législateur, n'est pas un exécutant, il n'exécute pas, il ne légifère pas, il ne décide pas, il ne juge pas. Ça doit être très clair. Mais n'empêche que son champ d'action est extrêmement large, est extrêmement varié. La dénonciation, la sensibilisation, l'information, etc., etc. Hein, l'investigation surtout, qui est essentielle. C'est sur la base de l'investigation que nos sociétés civiles, on peut faire valablement notre travail. C'est aussi à travers l'investigation que les décideurs peuvent être éclairés, en tout cas sur certains aspects qu'ils n'avaient pas pu eux-mêmes constater, pour plusieurs raisons. La société civile aussi, si elle comprend sa mission, que d'abord, elle est apolitique dans le sens de non partisan. Elle ne doit appartenir à aucun parti politique. Elle ne doit pas avoir un positionnement pour ou contre. C'est un contre-pouvoir et non pas un contre le pouvoir. Ensuite, elle doit être indépendante. Elle ne relève pas du gouvernement ni des partis politiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on a dit, quand on a voulu créer un lien avec l'administration, on a créé le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Mais ces relations ne sont pas administratives, ne sont pas des relations de tutelle. Non, c'est des relations de partenariat. Et c'est ce que beaucoup parmi nous ne comprennent pas, et beaucoup d'ailleurs d'administrateurs ne comprennent pas. C'est là où le bas blesse. C'est pourquoi aujourd'hui, la société civile est dans un état assez particulier, ce n'est pas le moment d'en parler. N'empêche qu'il y a des associations, des réseaux et des personnalités qui sortent du lot, des sentiers battus, et qui comprennent leur rôle et leur mission et qui le font bien. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a une contribution assez importante dans la lutte contre la corruption. Bien sûr. Il y a des réseaux qui s'investissent dans le contrôle citoyen de l'action publique, d'autres dans le contrôle, le suivi de l'action publique, et d'autres dans la lutte contre la corruption, d'autres dans la dénonciation. Et tout cela a créé, je crois qu'aujourd'hui, si vraiment nous comprenons tous le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, la société civile, les médias et même la société de manière générale, les ulama, les syndicalistes, les partis politiques, si nous comprenons nos rôles, nos missions, et si nous les jouons aussi, et j'ai dit qu'il y a bien une marge de manœuvre qui existe, il faut l'exploiter. Bien sûr. Et il y a une volonté exprimée. Il faut prendre les décideurs au mot. Et il y a des dispositions juridiques institutionnelles. Il faut les exploiter, il faut les mettre en œuvre. Et tout cela doit se faire en musique, c'est-à-dire en synergie, à travers la complémentarité, à travers le réseautage, à travers le travail en équipe, ensemble. Alors, je vous rappelle que nous étions avec le président de l'Observatoire mauritanien de lutte contre la corruption. Alors, merci, M. Mohamed Abdallah Habili. Merci aussi vous.